Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous en sommes ce soir au numéro 12 de votre émission mensuelle Les Affaires de la Cité. 12 comme les 12 mois de l'année. L'AC fait une plongée dans les eaux boueuses des inondations au Sénégal, plus particulièrement dans la banlieue de Dakar, cette partie de la capitale sénégalaise qui est exposée à ce phénomène depuis le début des années 80, notamment les années 2000. Tenez-vous bien. En un peu plus de 30 ans, 1980 et 2012, les inondations ont affecté plus de 900 000 personnes et tué plus de 65 individus. Des chiffres du ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Des eaux boueuses, des inondations au propre comme au figuré. Au propre parce que les images que nous allons voir se passent de commentaires. Au figuré, car plusieurs gouvernements s'y sont embourbés et ont même été sanctionnés pour leur incurie. L'actuel pouvoir a-t-il pris la pleine mesure de la gravité du phénomène et du risque qu'il encourt en cas de bilan non satisfaisant? Des questions qui interpellent notre invité de ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, Khadim Diop, bonsoir. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme entrée en matière, votre portrait avec Dieynaba Seydouba sur les images de Yaya Diallo. C'est tout de suite. Khadim Diop est un descendant direct de Serigne Touba Khadim Rassoul. Ce petit-fils du fondateur du mouridisme, de par sa mère Sokhna Mously Mbacké, a vu le jour en octobre 1973. Issu d'une grande famille religieuse, c'est ici que Khadim Diop a fait ses études coraniques. Nous avons l'habitude de l'appeler Serigne parce qu'il fait partie de la famille. Sa mère est une sœur de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké. Ils sont tous deux fils de Serigne Bassirou Mbacké, Ibn Khadim Rassoul. On l'a connu, Serigne Khadim est un ami, talibé, un frère qui a grandi ici sous l'ombre de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, son oncle et parrain. C'est moi qui lui ai appris le Coran. Il n'était pas un grand profane quand il venait ici, mais il a appris jusqu'à écrire un exemplaire du Saint-Coran. C'est à l'âge de 12 ans qu'il a entamé ses études primaires à l'école du village de Porokhane. Je sais que c'est quelqu'un, quand vous suivez son parcours, qui est très intelligent, ça je crois que tout le monde vous le dira. Quand quelqu'un est allé à l'école primaire déjà, en commençant par le CE1, il fait 3 mois au CE1, 6 mois après il était au CM2, il fait l'entrée en 6e cette même année, il passe premier de son centre, ensuite il va faire son lycée entre Kaolack, Thiès et Dakar. Et c'est au lycée Limamoulaye que Khadim Diop a décroché son bac. Il est sorti titulaire d'une maîtrise en gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce banquier de formation a travaillé pendant 7 ans dans une institution financière. Khadim Diop est décrit par ses proches comme un homme intègre, travailleur et honnête. Il est juste, sincère et il ne se mêle pas des futilités. Ceux qui ont connu Khadim savent qu'il est franc et direct. Son profil laisse apparaître un marabout, mais ce n'est que l'apparence. Sa franchise me plaît beaucoup. Khadim est un homme timide qui veut du bien et très franc. C'est cette habitude qu'il a. On lui avait confié un poste de responsabilité dans une banque. On l'exigeait des tenues occidentales, à savoir des costumes, cravates, entre autres. Il allait abandonner le poste à cause de cela. Il est humble, simple, très correct, très poli, discipliné. Contrairement à l'image qu'il dégage, Khadim Diop est un homme plutôt ouvert d'esprit. Son statut de Mbacké ne l'empêche pas d'être in, puisqu'il écoute de la musique, s'intéresse au sport. Nommé le 29 octobre ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, Khadim Diop compte bien trouver des solutions durables à la problématique des inondations. Un défi à relever, surtout que les prières de Touba l'accompagnent. M.
Monsieur le ministre, on va dire Amin pour vous. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On va commenter d'abord votre portrait. Vous êtes un fervent talibé mouride. Le mouridisme, cette voie tracée par Serigne Touba et qui est marquée, c'est un de ses fondements, par le ndigal. Est-ce que le ndigal peut être opposé aux instructions que le ministre de la République est amené à recevoir du président de la République? Merci Mamadou pour cette invitation. Je dis bonsoir à tous les Sénégalais, et à ses collaborateurs ici présents, ses partenaires dans le travail ô combien noble de lutte contre les inondations. Le ndigal ne s'oppose pas à travailler pour rendre service à sa nation. Et dans le cadre du travail qui m'amène aujourd'hui dans ce gouvernement de la République du Sénégal, je suis un ministre de la République du Sénégal, nommé par le président de la République du Sénégal, sur proposition du Premier ministre de la République du Sénégal. Donc, il ne peut pas y avoir de dichotomie entre un ndigal qui, par essence, va dans le sens donc, des recommandations divines, et le travail en est un pilier essentiel, puisque celui qui est le fondateur du mouridisme, donc Cheikh Ahmadou Bamba, a dit notamment en substance, on doit travailler comme si on ne doit jamais mourir, mais adorer Dieu comme si on doit mourir demain. Donc il ne peut pas y avoir de dichotomie entre ce ndigal qui est au service de l'adoration et le travail donc, qui est au service de la vie terrestre, qui doit nous permettre de préparer la vie à l'au-delà. Et vous écoutez de la musique au même titre que les Khassaïd? Oui, j'écoute plus le Khassaïd, mais il m'arrivait de l'écouter, bon, plus dans le passé que maintenant. Mais je connais, j'ai une bonne culture et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer donc, le propriétaire de ces studios, de cette maison qui m'invite ce soir. Et quand on était en même temps dans le gouvernement et lors de notre tournée en région, notamment pour les conseils délocalisés, nous discutions beaucoup et je pense qu'il a été un peu surpris du fait qu'on a pu discuter de beaucoup d'autres choses. Et je pense que ça, c'est la culture générale. Quand on est cultivé, on doit pouvoir dire un mot de chaque chose. Et c'est en cela que ça fait partie, entre autres connaissances. Je connais un peu le cinéma, je connais un peu le sport, beaucoup le football et je connais également un peu la musique. Voilà. Je précise que vous parlez de M. Youssou Ndour. C'est ça. Alors, Monsieur le ministre, on va parler des inondations. C'est d'ailleurs le principal sujet de cette émission. La politique actuelle de lutte contre les inondations repose sur un plan d'urgence. En 2012, on a fait face d'ailleurs à ce phénomène dans des proportions extrêmement, en tout cas, désastreuses pour ces populations qui vivent dans ces zones. Il y a aussi un programme décennal de gestion des inondations qui couvre la période 2012-2022. Quel est le bilan que vous faites des actions déjà engagées par le gouvernement? Le point de départ de cette politique, c'est le conseil présidentiel tenu en septembre 2012, où le président de la République, Macky Sall, a décidé de mener une politique de rupture par rapport aux solutions conjoncturelles connues jusqu'alors. Et dans sa volonté de mettre en cohérence ces politiques, il a créé donc le ministère en charge de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation pour donc coordonner et mettre en cohérence les politiques dégagées dans le cadre d'un plan décennal. C'est pour dire donc qu'il a une vision long-termiste parce qu'en fait le problème des inondations, vous avez bien fait de le dire dans l'introduction, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour ne pas lui avoir cherché des solutions durables, ce phénomène est arrivé aujourd'hui au stade où nous en sommes, donc de sorte qu'on ne peut plus envisager de solutions en 3 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. En 2012, on a quand même enregistré 26 morts. Exactement. Et ce programme a commencé à être déroulé donc à partir de là, à partir donc de 2013. Et il est difficile de tirer un bilan 1 an à partir de la fin de la première année sur un programme de 10 ans. Mais je pense quand même de manière objective, et ça ce sont les acteurs et les populations pour lesquelles nous faisons ce travail qui en ont fait les témoignages. Je pense que des pas importants ont été franchis.
L'année dernière, nous avons combiné avec les projets durables que nous avons entamés à Dakar, dans sa banlieue, dans son centre, mais également au niveau des régions, particulièrement à Touba, Bambey. Nous avons entamé donc des projets structurants, mais à côté de ces projets structurants, nous avons également mené des actions de résilience qui nous ont menés à 34 localités différentes où nous sommes intervenus et nous avons vraiment aidé à ce que la situation ne soit pas pire que ce qu'on a connu. Le bilan est plus ou moins satisfaisant. Moi, je ne suis pas du genre à me satisfaire de ce que nous avons déjà fait l'année dernière, mais je pense qu'à force de suivre l'actualité, d'écouter les témoignages, nous pouvons dire qu'au moins, à certains endroits, même si les projets que nous sommes en train de mettre en place n'ont pas donné la pleine mesure de leur capacité pendant l'hivernage dernier, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit à Touba, à Bambey, que ce soit à la Foire, que ce soit au niveau de la zone de captage et de Grand Yoff, que ce soit à Kermbay Fall, à Yeumbeul Nord, à Ben Barak, Guinaw Rail, nous avons vu des ouvrages vraiment qui ont apporté une nouveauté par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. L'ancien Premier ministre comparait un peu les canalisations que nous avons l'habitude de voir à Touba, où il disait que la canalisation existante permettait juste de faire passer un mouton. Et aujourd'hui, une personne peut marcher à l'intérieur de ces canalisations qui offrent un espoir et de bonnes perspectives par rapport à l'hivernage qui vient. Et ces projets ne font que commencer. Il y en a d'autres qui viendront s'ajouter à ces projets. Et le bilan de 2013 est vraiment plus ou moins satisfaisant. Justement, le plan d'urgence de 2012 officiellement a nécessité la mobilisation de 66 milliards. Est-ce exact que vous avez investi tout cela? Pour estimer ce qui a été investi, il faut revenir de manière concrète au niveau de ces projets. Je pense que l'ONAS est présente dans cette salle. Tout à l'heure, si des détails seront nécessaires, son représentant les donnera. Mais en gros et de manière approximative, nous avons par exemple un projet à Cissesse Foire qui nous coûte autour de 8 milliards. Nous avons un projet à Grand Yoff, à la zone de captage sur la route nationale 1 et d'autres projets, petits projets, dont le montant global qui ont permis de les financer tourne autour de 40 milliards, 800 millions. Nous avons également réalisé des constructions, puisque quand on parle de lutte contre les inondations, il faut penser restructuration. C'est un peu cela qui est aujourd'hui la nouveauté. Il faut restructurer les zones d'inondation. Or, ces zones étant déjà habitées, même si c'est l'habitat spontané, pour les restructurer, il faut déplacer les populations vers des zones de recasement où elles peuvent vivre en bonne santé et dans un cadre de vie assaini. En cela, nous avons engagé un programme de construction de logements sociaux qui coûte autour de 17 milliards pour les constructions, 17 milliards 500 environ, plus les 4 milliards qui ont servi à viabiliser les terrains, les parcelles qui vont accueillir ces logements. Donc si vous faites la somme, vous tournez autour de 61 milliards. Il y a également l'action, le programme que nous appelons la matrice des actions prioritaires, qui prend en charge les actions de résilience, les interventions ponctuelles, puisque juste à mon arrivée, j'ai fait le tour du Sénégal pour évaluer un peu là où le besoin peut se faire sentir. Juste avant l'hivernage et pendant l'hivernage également, nous sommes de nouveau retournés dans les régions, dans les villes les plus reculées où le besoin se fait sentir et nous avons identifié un ensemble d'actions en plus de demandes d'intervention que les sous-préfectures et les préfectures nous ont adressées. Et cet ensemble d'interventions tourne autour de 3 milliards. Donc ce qui nous fait autour d'un montant de 64, 65 milliards. Pour vous dire donc qu'effectivement, dans cette phase d'urgence, ces montants-là ont été engagés. Et ce qui est important à signaler, donc je vais rajouter ensuite les 4 milliards que le projet qui est conduit par l'Agence de développement municipal a engagé à Dalifort et qui coûte autour de 4 milliards. Ça nous fait effectivement les 6 milliards. Il faut saluer l'effort de l'État du Sénégal. Il faut saluer les efforts que le président Macky Sall a eu à faire pour donc engager ces montants sur budget propre. En dehors donc des 4 milliards exécutés par projet, tout a été engagé par l'État du Sénégal, même si la Banque mondiale, la Banque islamique de développement a par ailleurs accepté de financer les projets. Mais la non-disponibilité à temps de la trésorerie a fait que c'est l'État qui a fait un effort vraiment particulier pour pouvoir financer la construction de ces logements. Très bien. Cette émission se déroule en présence d'un public que je salue au passage et qui aura l'occasion
de participer tout à l'heure. Le premier sujet, Monsieur le ministre, que nous avons tourné, c'est un micro-trottoir qui a interrogé des habitants autour d'un bassin de rétention du côté de Djiddah Thiaroye Kao. Voilà comment, ou voici comment ces riverains jugent la politique du gouvernement en matière de lutte contre les inondations. Un micro-trottoir réalisé par Nafissatou Silla, Modou Diop pour les images. S'il pleut, l'eau va sortir du bassin. Ça va inonder les maisons. C'est ça notre crainte. Vraiment, nous déplorons ça. À l'approche des pluies, nous avons tous la peur au ventre. Il faut qu'on nous vienne en aide. Ils ont voulu clôturer les bassins, mais ils ne l'ont pas terminé et l'on ne sait pourquoi. Des maisons ont été démolies, on a commencé la canalisation pour évacuer les eaux, mais jusque-là, rien n'a démarré. La gestion des inondations n'est pas du tout parfaite. Les élus locaux n'ont rien fait ici. Depuis le début des inondations, aucune amélioration. Le bassin n'est pas sécurisé et les populations y déversent toujours des déchets. Il est devenu un abreuvoir pour les chevaux. Les politiques ne font que des promesses. Le gouvernement actuel n'a rien tenté. Il fait pareil que le gouvernement précédent. Les politiciens, vraiment, ne font plus rien maintenant. Seulement pour exploiter les suffrages, les voix des gens, seulement leurs préoccupations. Mais pour nous dégager de cette ambiguïté, c'est difficile. Il y a beaucoup de promesses que de réalisations. C'est un peu bizarre parce que les gens se profitent pour gérer le bassin. Mais moi, je me dis que est-ce qu'ils ont la capacité de le gérer? Parce qu'ils s'en profitent. Nous avons cette déformation professionnelle de ne retenir que les trains qui arrivent en retard. Que répondez-vous à ces riverains qui disent que des promesses, le gouvernement n'a rien fait, il ne fait pas plus, encore mieux que le gouvernement précédent? Tout d'abord, je pense que je retiens deux choses très importantes. Ils ont parlé des élus locaux, des mairies de ces différentes communes d'arrondissement. Ils ont parlé du gouvernement central. Ils ont comparé un peu ce qui est fait avant et ce qui est en train d'être fait. Réduit au champ strict de l'utilisation des bassins, nous avons quelques problèmes qu'il faut reconnaître et admettre pour pouvoir partir et aller de l'avant. Pour ce qui concerne, d'ailleurs, je n'ai pas bien repéré lequel des bassins de la banlieue. Ça doit être le bassin de Niatimbar, voilà. Pour le bassin de Niatimbar, nous avions eu à négocier un partenariat qui n'allait rien coûter aux contribuables sénégalais avec des Espagnols qui sont venus, se sont installés, ont commencé le travail et nous avions même fait participer ces populations et certains jeunes pouvaient même gagner quelque chose. Ce qui était un processus qui était enclenché et qui satisfaisait tout le monde. Mais à un moment donné, les Espagnols, pour des raisons que nous ignorons pour le moment, sont repartis et ne sont pas revenus pour poursuivre le travail. Parce que probablement, il est dit quelque part qu'on leur avait donné des informations qui ne correspondent absolument pas du tout à la réalité, par des gens certainement mal intentionnés qui, malheureusement, n'ont pas souhaité la fin des calvaires des populations, mais ils ont souhaité personnaliser un peu les choses. Bon, c'est un peu la politique, mais je ne pense pas que c'est la meilleure manière de faire de la politique. Le deuxième aspect, c'est que donc l'État du Sénégal a décidé donc de clôturer ces bassins. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, deux de ces bassins font l'objet de clôture en cours. Il s'agit du bassin de Bagdad et du bassin de Médina Gounass. Le bassin de Wakhinane Nimzatt fait l'objet d'un marché qui est au stade final, actuellement au niveau du ministère des Finances. Il reste une dernière approbation et les travaux pourront être lancés. Pour le reste des bassins, le projet, l'ADM, donc, a un grand projet. Après Dalifort, ils vont entamer, donc ils ont actuellement entamé au niveau de la commune d'arrondissement de Djiddah Thiaroye Kao un travail qui concerne tout le bassin versant vers le lac Tchourour. Et ce projet, entre autres, prend en charge la sécurisation de ces bassins. Maintenant, parlant de sécurité, l'aspect clôture seulement n'assure pas la sécurité de ces bassins. Quelqu'un l'a dit dans ce reportage, aujourd'hui nous déplorons que les populations utilisent les bassins à d'autres fins.
c'est leur dépotoir d'ordures. Et ça, je pense que ça détériore leur propre cadre de vie. Et même si aujourd'hui nous finissons de clôturer ces bassins, si de tels usages continuent à être faits de ces bassins, nous ne nous en sortirons pas. Donc un travail de sensibilisation, je pense, est important. Également, il y a un aspect sécuritaire. Ces derniers jours, j'ai suivi sur une des télévisions sénégalaises un document qui concerne un autre bassin où il était question de lampadaires qui n'auraient pas d'ampoule. Ça aussi, j'en appelle aux différentes mairies. Je pense que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Il faut que cet effort maintenant soit accompagné par les collectivités locales. Pour reposer quand même des ampoules, je pense quand même qu'on ne peut ne pas solliciter l'État central pour ça. On reviendra sur ces bassins de rétention. C'est justement l'occasion de donner la parole à ces maires qui sont présents parmi le public. Idrissa Diallo, maire de Dalifort, Cheikh Sarr qui a le micro, maire de la ville de Guédiawaye. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Kane. Bonsoir, monsieur le ministre. Nous abondons en fait dans le même sens que monsieur le ministre lorsqu'il dit qu'il y a une amélioration en fait dans la gestion des inondations. Donc ça, c'est le constat depuis 2 ans quand même. Il y a une nette amélioration en fait au niveau de l'environnement des populations. Mais comme il l'a si bien dit aussi, il y a des difficultés qui persistent. Et parmi ces difficultés-là, il y a un peu cette gestion en fait des bassins. Parce que s'il est vrai qu'il y a déjà un travail de clôture qui est en train d'être fait au niveau de ces bassins, il y a quand même un problème récurrent peut-être sur lequel M. le ministre va nous aider en fait à avancer. C'est la question de l'écrêtage en fait permanent de ces bassins-là. Si vous prenez en fait le bassin de Médina Gounass, si le bassin n'est pas écrêté, il y a toujours en fait un tremplin qu'on vient voir au niveau de la route principale de Médina Gounass, qui est une route pratiquement inaccessible. Et même si nous tentions en fait, nous en tant que collectivité locale, de faire un investissement humain, ça devient inutile parce que lorsqu'en fait les eaux montent, il est clair qu'elles vont se déverser au niveau tout simplement de ces routes-là. Donc il est important à ce niveau, je crois, d'attirer, je suis sûr que monsieur le ministre le sait évidemment, mais d'attirer son attention sur la nécessité, bien sûr, en fait, d'un écrêtage permanent pour permettre de maintenir un bon niveau des eaux pour que l'eau, en fait, ne déborde pas. Maintenant, en ce qui concerne, en fait, l'éclairage, nous sommes d'accord parce que la gestion des inondations ne peut pas seulement être, comment dirais-je, dans les prérogatives de l'État central. L'État central est en train de faire un bon travail dans le cadre de ce plan décennal de lutte contre les inondations. Les collectivités locales ont leur rôle aussi à jouer. Et je suis d'accord avec M. le ministre, lorsqu'il y a des emplois à changer, c'est les collectivités locales qui doivent le faire. Mais il est important quand même que l'éclairage dans sa globalité soit assuré et que maintenant que la maintenance, que les collectivités locales puissent la prendre en charge. Donc à ce niveau, vraiment, en fait, quelques aspects sur lesquels je voulais insister. Mais moi, j'ai aussi un problème assez particulier au niveau de Guédiawaye. C'est au niveau des stations de pompage. La station de pompage de Cité Djunko vraiment pose beaucoup de problèmes. C'est déjà dans la conception, dans la réalisation de cette station qu'il y a un problème. C'est une station, lorsqu'on a un niveau d'eau qui dépasse 1 mètre, déjà on perd la station parce que les équipements qui doivent pomper se trouvent à un niveau très bas. Je crois qu'il faut, nous avions d'ailleurs à l'occasion en fait écrit au ministre pour en fait attirer son attention sur la nécessité de revoir la manière dont ça a été conçu parce que c'est un point bas extrêmement important dans la zone de sable notaire en fait de Cité Djunko. Nous pensons qu'il faut peut-être avant l'hivernage tenter des choses. En plus maintenant du travail de maintenance, heureusement que l'ONAS est là, que nous faisons avec l'ONAS pour que la station de Hamo vraiment reste fonctionnelle parce qu'en fait réglant beaucoup de problèmes pour la zone. Merci. Mais en tout cas, on remercie M. le ministre pour le travail qui est fait et on sollicite évidemment qu'il y ait une plus grande en fait, collaboration avec les collectivités locales. En tout cas, on est disponible. On est ensemble parce que les populations tapent d'abord sur nous. C'est apparu d'ailleurs en fait sur le reportage avant d'arriver au niveau de l'État central. Naturellement, nous assumons, mais nous comptons aussi beaucoup sur l'apport en fait du ministère de l'État pour que le combat que nous menons ensemble puisse être gagné dans un objectif simple, en fait, l'intérêt des populations sénégalaises. Merci. Merci, monsieur le maire. Idrissa Diallo, une question ou une contribution? Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à monsieur le ministre et à toute l'équipe qui l'accompagne. Et grand merci à TFM. Pour dire encore, dans le même sens que mon ami Chassar, qu'on a eu des améliorations quand même dans la gestion des inondations, particulièrement à Dalifort. Surtout depuis l'année dernière, où le projet, comme le dit le projet de gestion des eaux pluviales, a eu à démarrer sur notre territoire en phase d'urgence. La phase normale a commencé.
Mais là aussi, je crois que c'est vrai, il faut saluer l'État du Sénégal, ça, c'est celui qui est en train de le faire, mais on a eu des contributions. C'est là où ça rate un peu. Je crois que je vais en profiter d'ailleurs pour saluer les 2 premiers ministres qui sont succédés ici, Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye, qui en ont fait leur problème. Abdoul Mbaye avait des conseils ministériels réguliers, comme Souleymane Ndéné Ndiaye. Bon, je ne sais pas, actuellement, je suis un peu off parce que je ne suis pas au courant de ce qui se passe pour ces inondations. Si on ne continue pas la même lancée, on risque d'être déçu. On a commencé de grands travaux et il faudrait les continuer. 2010, 2009, certains acteurs sont là dans la salle, qui sont beaucoup battus en 2009. 2010, pour nous, Dalifort et Wahinan, ça aboutit à ce démarrage du projet, qui est un ouvrage vraiment de très grande qualité, avec beaucoup d'argent et des bassins vraiment, je crois que c'est révolutionnaire. Nous sommes au début. L'année dernière, on n'a pas eu de sinistrés dans les écoles, même si on a été inondés. Et je crois qu'avec l'avancement des travaux, cette année, on risque de dire qu'on a tourné dos aux inondations. Mais il ne faudrait pas pour autant occulter cette cohésion que le gouvernement actuel a voulu réparer en créant ce ministère des inondations. Avant, il y avait au moins 6 entités qui s'en occupaient. Actuellement, le chef l'a dit tout à l'heure avec le maire de Guédiawaye, que l'État central en général a tendance à travailler tout seul. Et les problèmes, les populations ne connaissent pas l'État central. Ils connaissent que l'État, enfin, le pouvoir local qui est proche d'eux. Il faudrait qu'on associe davantage, qu'on discute. Parce que l'argent doit venir de l'État. Mais les idées, le portage de ces projets, le plus souvent, se font aussi au niveau des collectivités locales. Et il faudrait qu'on continue avec les populations. C'est les populations qui crient fort, les collectivités locales les prennent. Mais quelquefois, quand on intervient dans les collectivités locales, le maire n'est pas informé. On voit quelquefois des ministres débarquer, faire ce qu'ils ont à faire et partir. Et on ne sait même pas ce qui se passe. Je crois que c'est ça aussi, il faut le rectifier un peu. Très bien. On reviendra au public tout à l'heure. On permettra à M. le ministre de répondre un peu à ces interpellations des maires. Cheikh Sarr, par exemple, dit d'accord pour que les collectivités locales jouent un certain rôle pour ce qui concerne l'éclairage, mais particulièrement en ce qui concerne un peu la maintenance, mais que l'État, le gouvernement assure plutôt l'éclairage. Il a posé aussi le problème de cette station de pompage de Sam Notaire. C'est bien ça. C'est vrai, l'État central, je pense, s'est bien occupé de cette question. Et à l'heure où je vous parle, d'ailleurs, nous cherchons même une solution plus intéressante encore, parce que nous sommes pour parler avec le ministère en charge de l'énergie, pour ce qui en reste, pouvoir électrifier avec l'énergie renouvelable. Ça, le projet est en cours. Mais je pense que l'engagement est important de la part d'un maire qui sait que donc, la maintenance doit leur revenir. Donc l'État central continuera. Il y a un travail important qui est déjà fait et qui continuera à être fait. Par rapport maintenant à la cité Djonkhop, je suis heureux de vous informer que nous avons un projet qui va prendre en charge la réhabilitation et la mise à niveau de l'ensemble des stations de la banlieue. Notamment celles qui ont été réalisées par l'ex-PAPCRE, qui a disparu, mais dont les projets entamés ont été hérités par la direction de la construction. L'idée, c'est donc de prendre l'ensemble de ces projets, d'en confier la gestion à l'ONAS et de doter l'ONAS d'un budget donc pour leur fonctionnement, leur exploitation. Et la mise à niveau est déjà prise en charge et le lot fait l'objet d'un marché qui est déjà lancé et la procédure est presque terminée. Maintenant, pour en revenir à ce que M. le maire de Dalifort a dit, M. Diallo, je pense qu'il y a peut-être quelques malentendus sur des dernières visites où, mais en général, nous, on informe l'administration décentralisée, les sous-préfets ou le préfet, et à charge pour le sous-préfet et le préfet d'informer les maires des différentes communes d'arrondissement. Je pense que l'année dernière, nous avons eu, vous et moi, à partir ensemble en tournée, que ce soit chez vous, que ce soit au niveau de Guédiawaye. Donc, c'est notre politique, c'est d'associer les maires et nous les recevons en audience. Nous tenons également des réunions de conseil du Comité national de gestion des inondations. Nous les tenons tous les 15 jours. Maintenant, lorsque l'hivernage se rapprochera le plus, nous le tiendrons ce comité de manière hebdomadaire. Mais pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu l'ensemble des préfets de Dakar au cours d'une réunion où l'ensemble des acteurs étaient représentés, la BNSP ici présente, l'ONAS, l'ADM,
tous les ministères concernés par cette lutte contre les inondations. Ça, c'est pour mettre en œuvre réellement la coordination et la mise en cohérence. Et je pense que les résultats satisfaisants que nous avons connus l'année dernière, ces résultats proviennent surtout de cette coordination qui nous ont permis de rendre les activités et les actions plus efficientes et plus efficaces. Il semble dire que le gouvernement lève un peu le pied en citant l'exemple pour le magnifier des deux anciens, enfin des deux derniers premiers ministres avant Madame Aminata Touré, Abdoul Mbaye et Souleymane Ndéné Ndiaye. C'est vrai, vous avez levé le pied un peu alors que vous devez accélérer la cadence. Ma question est de savoir, enfin à moins que je me trompe, sur les réunions de coordination interministérielle que nous avons eues à la primature, jamais un maire n'a été convié. Je pense que c'est clair que les maires n'étaient pas conviés. Du temps d'Abdoul Mbaye, j'étais là, donc les maires n'étaient pas conviés. Mais les acteurs qui sont conviés à ces réunions sont ici, ils peuvent en témoigner. Nous avons repris ces réunions entre la primature et le ministère en charge de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation. Et la dernière a été tenue hier soir seulement, à 16h. Donc tous les mardis, nous avons ces réunions alternativement à la primature ou au niveau donc, du ministère en charge de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation. Donc la coordination est en marche et je vois un Premier ministre très engagé dans cette lutte qui suit de très près ce que nous faisons. Et voilà ce que je peux en dire. Le président juge quand même la cadence lente, non? Le président de la République lui-même. C'est normal. Rapporté à la question des inondations, vous trouvez que ce n'est pas le cas? Vous savez, le président, il nous instruit, il nous engage à travailler pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. Pour lui, donc, nous devons commencer les projets et les accélérer. Donc moi, je pense qu'il faut contextualiser son propos. Aujourd'hui, on parle de PSE. Il a demandé à ce que les premiers projets, en tout cas qu'on enclenche la procédure pour la réalisation des projets dès le mois de mai. De la même façon, nous avons un programme sur 2014. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. C'est normal que le président demande à ce qu'on accélère. Parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons dépassé le premier trimestre. Il nous reste 3 trimestres pour réaliser le programme. Malheureusement, la configuration actuelle des choses, la structuration, donc les procédures de marché public font que souvent les choses ne se passent pas souvent au premier trimestre. Vous avez juste le temps de préparer vos marchés, de les lancer, de déployer, d'attribuer les marchés et de commencer à travailler. Donc moi, je comprends très bien et nous sommes dans ça. Et depuis l'année dernière également, nous travaillons dans cette optique, c'est d'accélérer le maximum possible et d'essayer de faire avec, parce que c'est un code de marché qui est là, nous devons respecter le code de marché, nous devons gérer de manière transparente l'argent du contribuable sénégalais, c'est ce que le code de marché cherche à nous faire faire, et donc c'est normal que le capitaine de l'équipe, c'est comme nous sommes dans une équipe de football, peut-être le Premier ministre qui est le capitaine, le président c'est l'entraîneur, c'est normal qu'il nous demande de courir plus vite. Voilà, courir plus vite pour que, voilà, accélérer, parce que nous devons marquer des buts pour remporter le match. Donc, je trouve ça très normal et j'adhère à cela. Très bien. On reviendra au public tout à l'heure. Nous allons suivre notre deuxième sujet de reportage, toujours autour de la problématique des bassins de rétention et des inondations. On va s'apercevoir qu'il y a une cohabitation difficile entre ces bassins de rétention et ces populations qui sont souvent victimes des intempéries, des mares devenues source de plusieurs nuisances, insalubrité et insécurité. Et les sinistrés sont même aujourd'hui à se demander s'il ne faudrait pas changer d'approche. Un sujet de Nafissatou Silla, Thierno Laurent Mendy. Niatimbar, du Thiaroye-Kao, Mousdalifa, entre autres quartiers très affectés par les bassins de rétention. Depuis 2005, c'est le calvaire au jour le jour. Tous les jours, nous allons à l'hôpital pour des problèmes de santé et les enfants sont les plus touchés. Nous respirons l'odeur qui se dégage de ce bassin et ce n'est pas bien. Les herbes, je n'en parle même pas. C'est vraiment difficile. Ces eaux nous indisposent sans compter les moustiques. Sur ce site étaient bâties des maisons aujourd'hui devenues une vaste étendue d'eau. Elle sert d'espace de jeu pour les enfants. On vient jouer ici tous les jours ou pêcher des poissons pour les vendre.
Pour les habitants, il constitue un danger car ils y ont compté plusieurs cas de noyade. Une année, un vacancier venu de France s'est noyé ici parce qu'il croyait que c'était une piscine. La semaine dernière, un bébé de 2 ans a rampé jusqu'aux abords du bassin. Ils ont tenté de clôturer le bassin, mais cela n'a pas abouti. Vous connaissez les politiciens. Pour éviter que la liste de victimes s'allonge, ces jeunes se sont constitués en comité de vigilance, mais profitent bien de ce bassin. Nous nous sommes installés ici pour surveiller les enfants et éviter des accidents. Et en même temps, on a initié une petite culture maraîchère en profitant de ces eaux. On a commencé depuis ce mois de janvier. Les enfants jouaient avec les poissons qui s'y sont développés, mais nous les pêchons et les vendons dans les marchés. De nombreuses fois, les politiques ont fait des tentatives pour éradiquer ce problème, mais elles sont restées vaines. À chaque fois qu'ils commencent quelque chose, ils ne la finissent jamais. Jusqu'à présent, il y en a qui ne peuvent pas accéder à leur maison. Il est grand temps que les habitants de Djiddah Thiaroye Kao prennent les choses en main. On ne peut même plus compter les promesses. J'invite les autorités à nous aider pour de bon. Depuis 2005, les habitants de cette localité sont confrontés à cette situation qui perdure, mais chaque année, ils sont en attente d'une issue heureuse. Alors, Monsieur le ministre, des bassins de rétention, on l'a dit, devenus source de nuisances et même qui deviennent par la force des choses des eaux poissonneuses. Y a-t-il une solution alternative à celle de ces bassins de rétention? Vous savez, au début, il y a le fait que pour drainer les eaux, il faut avoir une pente. Donc c'est la topographie qui dit jusqu'où on peut drainer les eaux. Donc, vous pouvez avoir un bassin versant, l'exemple de Djiddah Thiaroye Kao, l'exemple du bassin, je parle de ce bassin, Djiddah Thiaroye Kao, Mousdalifa ou les Bagdad et autres, Niatimbar. Niatimbar, c'est le bassin qui se trouve dans la commune d'arrondissement de Djiddah Thiaroye Kao. Il y a des exutoires naturels qui sont constitués par les lacs. Pour drainer vers ces lacs, parfois les bassins servaient de tampons. Il faut que les eaux s'arrêtent à un niveau où elles arrivent de manière gravitaire. Et après, maintenant, on les pompe pour les relever vers d'autres exutoires plus naturels comme les lacs. Donc, c'était vraiment une solution intermédiaire. Mais je pense qu'il est bien possible que ces bassins intègrent de manière positive le paysage et complètent un cadre de vie sain, si tant est que leur aménagement est réalisé, leur sécurisation également est assurée. Et je pense que c'est à cela que nous travaillons. Et les populations devraient pouvoir vivre correctement avec ces bassins si tant est que ces deux conditions sont remplies. J'en profite peut-être tout à l'heure, monsieur le maire Sarr a évoqué le problème d'écrêtage continu. Pour le moment, peut-être nous n'avons pas les moyens d'écrêter en toute saison. Mais ce qui est important, c'est qu'avant l'hivernage, nous avons prévu en tout cas un écrêtage. Bon, pour le commun des mortels, ça veut dire quoi? Pour le public qui nous suit. Oui. Voilà, vous savez, les bassins ou les lacs, ils reçoivent un certain nombre de choses, de déchets solides. Il y a également une certaine plante qui se développe à l'intérieur de ces bassins. Donc, les termes faucardage, les termes écrêtage renvoient un peu à ce travail qui permettent donc de sortir les déchets solides de ces bassins et de rendre donc la partie, la zone donc de captage, disons, l'aire de captage plus importante pour capter le maximum d'eau. C'est un peu ça, peut-être tout à l'heure un technicien pourra vous donner plus de détails sur ces aspects-là, mais en gros c'est cela. Très bien. Parole au public, Amadou Senian, spécialiste de la décentralisation. Je signale aussi la présence de nos chers étudiants de l'Institut des sciences de l'environnement qui vont intervenir tout à l'heure. Et Babacar Fall me rejoindra tout à l'heure. Il est le rédacteur en chef de la radio RFM. Amadou Senian. Merci Mamoudou. Merci au ministre
ici présent, qui nous a fait l'honneur de nous entretenir sur ce sujet ô combien important pour les populations qui nous suivent ici et peut-être même à l'extérieur, parce que c'est une question très très importante. Peut-être j'ai quelques questions. Vous avez tout à l'heure parlé d'approche. Et il me semble qu'on est toujours dans la même approche depuis presque 10 ans, plus, mais le problème demeure. Il y a peut-être deux options. On a parlé de plan Jaxaay avec le président Wade, plan Tawfekh avec le président Macky. Faudrait-il aller directement vers l'option de détruire pour reloger? Détruire certaines installations et reloger. Ça coûte, c'est pas toujours acceptable par le peuple, mais ça nous permettrait peut-être d'avoir ce problème derrière nous. Ou prendre la deuxième option qui consiste à beaucoup investir pour assainir. Et parlant d'assainissement, c'est le problème, c'est un manque d'assainissement qui se pose à certains endroits. Je peux parler de Keur Massar, parcelles assainies, pour parler de contradiction, à Keur Massar, qui n'est pas du tout assaini parce qu'il y a les problèmes d'inondation sur place. La question que j'aimerais poser... Une jeune romancière parle de parcelles désassainies. Voilà. Bon. Donc, la question que j'aimerais poser au ministre, c'est, on a comme l'impression que les actions sont limitées dans la banlieue de Dakar et particulièrement dans la région de Dakar. Que faut-il, qu'est-ce que vous avez prévu contre l'érosion côtière qui, véritablement, nous amène beaucoup d'inondations? Je parle des quartiers de Mbende qui sont complètement devenus inexistants à Mbao. On a parlé de Tchoulène à Rufisque. On parle des problèmes à Saint-Louis. Qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau? Autre problème, c'est peut-être concernant la place des élus locaux dans cette affaire-là. Il est vrai qu'ils s'engagent, ils réclament, mais moi je ne suis pas totalement convaincu de leur possibilité quand il s'agit de participer réellement au règlement de ce problème. C'est un problème gigantesque qu'il faudra véritablement aborder de façon globale. Et on a comme l'impression que ce qui se dit ici, stations de pompage, bassins de rétention, c'est des problèmes, c'est des solutions conjoncturelles et non structurelles. Il faudra véritablement aller dans le sens d'aborder cette question-là ici à Dakar et un peu partout au Sénégal de façon structurelle et globale. Très bien. Merci Amadou Senian. Vous aurez l'occasion de revenir tout à l'heure. Une autre question parmi peut-être nos étudiants? Oui. Et merci M. Kane. Merci M. le ministre. Je suis de l'Institut des sciences de l'environnement et par ma voix, le directeur souhaite vous remercier pour cette invitation. J'ai quelques questions au ministre qui a bien voulu venir aujourd'hui partager avec la cité de ce qui se fait dans les inondations. Monsieur le ministre, je suis depuis longtemps donc, les efforts qui sont faits par l'État dans la lutte contre les inondations. Et parmi ces efforts, il y a un plan d'urgence de pompage des nappes de Thiaroye pour réduire en fait le niveau d'eau. Par rapport à cela, il y a les zones cibles qui sont Gounass, Djiddah, Thiaroye Kao, et les eaux vont être réutilisées, rejetées dans l'exutoire des Niayes. Il y a quelques temps, on a vu que le gouvernement veut construire une arène nationale à ce niveau, ce qui va participer à réduire la capacité d'accueil de l'exutoire. Qu'est-ce que concrètement votre ministère a proposé au gouvernement pour que on puisse peut-être changer de localité pour préserver cette zone afin qu'elle puisse accueillir toutes les eaux qui seront rejetées? Vous parlez du Technopole. Du Technopole, oui, le site du Technopole. Ma deuxième question s'oriente vers en fait le traitement des eaux, parce que ces eaux sont destinées à être traitées pour être rejetées et probablement être réutilisées par les maraîchers. Quand on sait que déjà il y a moins de 1/10 des eaux qui sont traitées, des eaux usées domestiques, est-ce que vous pensez que
l'État ou bien le Sénégal a la capacité de traiter ces 1600 mètres cubes jour qui seront pompés pour réduire en fait le niveau de la nappe. Et qui parle de rejet dans l'exutoire, ne pensez-vous pas dans le système, avec le système de vases communicants, que les eaux qu'on va rejeter au technopole vont encore réalimenter la nappe et on va peut-être investir 6,3 milliards en vain pour lutter contre les inondations. Merci. Et en fait, une dernière question. Peut-être votre dernière question, là, tout à l'heure, hein, dans un autre round, vous aurez l'occasion de la poser, mais vous avez déjà posé 2 questions. Merci et bonsoir à votre directeur déjà, et merci à lui pour sa disponibilité. Monsieur le ministre, plusieurs questions soulevées. D'abord, Amadou Sernia, qui a l'impression qu'on s'oriente plus vers des solutions conjoncturelles que vers des solutions structurelles. Il y a également la problématique des rapports entre l'État central et les collectivités locales pour en arriver aux dernières questions posées tout à l'heure. La parole est à vous. Je vous remercie. Je pense que c'est sa compréhension par rapport au changement d'approche. Je pense que la rupture, elle est réelle aujourd'hui. Tout au long de cette phase d'urgence, certes, nous n'avons pas pu nous passer d'actions de résilience, d'actions d'intervention ponctuelle, mais nous avons quand même de manière résolue engagé la réalisation d'ouvrages structurants, la réalisation d'infrastructures dont la durée de vie sera donc plus importante et dont également la production permet de manière en tout cas définitive de trouver des solutions à des problèmes qui se posaient de manière récurrente et dont nous avons toujours cherché des solutions ponctuelles. Donc je pense que de ce point de vue, moi je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui parler de même approche. Ce n'est plus le même. Naturellement, on ne peut pas laisser aussi les zones hors projet, parce que nous avons classifié nos zones en zones sous-projet et zones hors projet. Les zones sous-projet, c'est des zones où nous avons entamé des ouvrages structurants. Mais ça saute aux yeux quand même, ça saute aux yeux que ces bassins de rétention ne vont pas régler le problème. Aux prochaines pluies, il suffit d'avoir de fortes pluies, c'est que ces bassins vont déverser leur trop-plein. Je n'étais pas en train justement